Bien, mes chers collègues, nous allons débuter notre commission ce matin, voilà, avec des bancs un peu parsemés, mais on comprend que la situation du moment fait qu'un certain nombre de nos collègues sont rentrés dans leur département. En tous les cas, merci à ceux qui sont ici présents pour un moment toujours important, puisque nous recevons ce matin Madame Véronique Camaillon, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, afin qu'elle nous présente le rapport de la Cour sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions de la Cour en matière de certification des comptes du régime général et du CPSTI. L'audition de ce matin est traditionnelle, puisque nous entendons chaque année la Cour des comptes sur ces questions. Ça fait partie de nos rendez-vous annuels. Néanmoins, il n'échappe à personne qu'elle intervient dans un contexte particulier, 3 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Je vous rappelle cependant que les règles organiques issues de la réforme du 14 mars 2022 imposent que chaque assemblée se soit exprimée sur le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale avant de pouvoir examiner le PLFSS de l'année suivante. Autrement dit, nous avons la présentation aujourd'hui, nous aurons des travaux d'audition qui vont continuer malgré la période de réserve et nous aurons certainement un examen des textes à la rentrée de septembre, puisque dans tous les cas, c'est un passage obligatoire pour pouvoir traiter ensuite du PLFSS. Voilà, donc l'éclairage de la Cour s'apprête à nous donner, nous apportera certainement un certain nombre de points de vue de la situation, et donc ça nous permettra également de pouvoir formuler un certain nombre d'interrogations, dont je vous donnerai la parole, en premier lieu à notre rapporteur général, et nous pourrons comme ça avoir une vision assez précise de la situation. Madame la Présidente, je vais sans plus attendre vous laisser nous présenter donc vos rapports, et ensuite, comme je le disais, la rapporteure générale sera amenée à intervenir dans un premier temps. Voilà, madame. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureuse de vous présenter, même dans des circonstances un peu particulières, ce rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale 2024. Je voudrais d'abord remercier les magistrats de la Cour qui m'ont accompagné, Nicolas Fourier, rapporteur général du RALS, Jean-Luc Fulachier, qui est président de la première section et qui chapeaute notamment les questions financières et de certification, et Axel Mébon, auditeur et rapporteur général adjoint. Comme vous le savez, ce rapport est une obligation de la Cour dans le cadre de sa mission constitutionnelle d'assistance au Parlement. Depuis l'an dernier, notre rapport accompagne le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale dont l'examen avait commencé à l'Assemblée nationale avant d'être ajourné pour cause de dissolution. Cette année, nous avons structuré notre rapport autour de 3 axes. Premier axe financier, comme d'habitude, j'allais dire, comme chaque année, une présentation de la situation financière d'ensemble de la sécurité sociale et notamment de l'assurance maladie, avec un chapitre spécifiquement dédié à l'ONDAM. Ensuite, une analyse de 5 domaines dont l'évolution récente en recettes comme en dépenses a eu des incidences importantes sur les déficits sociaux. Et enfin, un examen à travers 5 exemples des moyens d'améliorer la qualité et l'efficience de la dépense publique de sécurité sociale. En préambule, je vais vous présenter rapidement l'avis de la Cour sur la cohérence des tableaux d'équilibre et du tableau de situation patrimoniale pour 2023, c'est-à-dire l'avis de la Cour sur les comptes de la sécurité sociale. Il faut bien distinguer les tableaux d'équilibre qui correspondent à des comptes de résultats combinés couvrant l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse, et le tableau de situation patrimoniale qui intègre l'amortissement de la dette sociale par la CADES et la mise en réserve par le Fonds de réserve pour les retraites. La Cour estime cette année que les tableaux d'équilibre fournissent une représentation cohérente des recettes, des dépenses et du solde qui en découle. Toutefois, une attention particulière doit être portée sur les comptes de la branche famille que la Cour avait refusé de certifier, vous vous en souvenez peut-être, en 2022. En 2023, la Cour constate l'impossibilité de les certifier, car les progrès réalisés en matière de contrôle interne, qui sont réels, ne se traduisent pas encore pour l'exercice 2023 dans les comptes. La Cour note plus globalement des faiblesses persistantes dans les dispositifs de contrôle interne, ainsi qu'un certain nombre de difficultés comptables qui affectent la fiabilité des comptes retracés dans les tableaux d'équilibre. Le rapport de certification indique notamment que la branche vieillesse
voit de nouveau augmenter le nombre d'erreurs de liquidation. Une pension sur 8 est toujours affectée d'au moins une erreur en 2023. C'était une pension sur 7 l'an dernier. Et l'incidence financière peut ainsi être estimée à 1,2% du montant des prestations liquidées, majoritairement au détriment des assurés. Par ailleurs, concernant la branche maladie, l'évaluation incomplète du risque lié à des contentieux en cours, il s'agit de contentieux sur les remises pharmaceutiques, conduit à sous-évaluer de façon trop significative les provisions. Au total, elle entraîne un défaut d'assurance qui pourrait atteindre 1 milliard d'euros, ce qui améliore d'autant le résultat de la branche maladie. Comme elle le fait depuis plusieurs années, la Cour alerte également sur les différentes contractions de produits et de charges qui permettent d'aboutir au tableau d'équilibre. Ces contractions s'écartent du cadre fixé par la loi organique. Elles minorent le montant des produits et des charges par rapport à ceux retracés dans les comptes des régimes de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse. En parallèle, tout en alertant sur plusieurs points techniques, la Cour constate une amélioration de la situation patrimoniale de la sécurité sociale après une dégradation marquée, notamment par les conséquences financières de la crise sanitaire. Les fonds propres ont progressé de 7 milliards d'euros et le résultat net est désormais positif à 8 milliards et demi. L'endettement financier net a atteint 113,4 milliards d'euros au 31 décembre 2023. En conclusion, l'avis réitère les recommandations des années précédentes sur la nécessité de mieux formaliser les retraitements opérés pour la production des tableaux d'équilibre et de mettre fin aux contractions de produits et de charges. Il demande par ailleurs une anticipation de 10 jours du calendrier de production des comptes, en cohérence avec le raccourcissement de la date de production des annexes aux comptes effectués en 2024. Je vous propose à présent d'examiner la première partie de ce rapport qui porte sur la situation financière de la sécurité sociale. La Cour s'alarme d'une trajectoire de déficit non maîtrisée qui impose selon nous un redressement rapide. La fin de la crise sanitaire et la croissance économique des 2 dernières années ont certes permis une certaine résorption du déficit de la sécurité sociale après les sommets atteints en 2020 et 2021. Toutefois, le rythme de cette amélioration s'essouffle et le déficit s'établit en 2023 à 10,8 milliards d'euros. Il est près de 4 milliards d'euros supérieur aux prévisions de la loi de financement initiale. Ce déficit aurait même été encore plus élevé, de 1,5 milliard, sans l'application en 2023 de 2 mesures techniques portant sur les provisions. La principale de ces mesures, je l'ai indiqué tout à l'heure, portait sur les conditions de provisionnement des risques contentieux dans le domaine du médicament pour 1 milliard d'euros. L'écart du déficit à la prévision s'explique d'abord par de moindres recettes. Après un début d'année dynamique, nous avons en effet assisté fin 2023 pour la première fois depuis 3 ans à une diminution de l'effectif salarié dans notre pays. Couplée au ralentissement de l'inflation, cette situation a conduit mécaniquement à une progression de la masse salariale moins forte que prévu et donc à de moindres recettes pour la sécurité sociale. Le déficit est accentué également par une faible maîtrise de la dépense d'assurance maladie. La branche maladie porte en effet à la fois la totalité du déficit 2023 de la sécurité sociale et est responsable de la totalité de sa dégradation par rapport à la prévision initiale. L'amélioration par rapport à 2022 est imputable à la fin de la pandémie de Covid-19, mais il n'y a eu aucun réel effort d'économie. Le déficit de la branche vieillesse se réduit de 1 milliard d'euros grâce à la bonne tenue de la masse salariale jusqu'au 3e trimestre 2023 et au relèvement de 1,6 milliard d'euros de la contribution que verse l'État au titre des retraites des fonctionnaires et de l'équilibre des régimes spéciaux. La branche vieillesse a dû contribuer à hauteur de 900 millions d'euros à un mécanisme complexe de compensation aux organismes de retraite complémentaires des exonérations de cotisations sur les bas salaires, alors même que ces organismes complémentaires sont excédentaires. Et un dispositif équivalent a mis à contribution les branches famille et accidents du travail, maladies professionnelles, à hauteur de 600 millions d'euros pour financer l'UNEDIC. Au regard des montants atteints par ces versements et de l'état des finances de la sécurité sociale, ces dispositifs pourraient, selon nous, être réexaminés. Les perspectives pour l'avenir sont inquiétantes. Pour 2024, la LFSS prévoyait un déficit de 10,5 milliards, équivalent à peu près à celui de 2023. La Commission des comptes de la sécurité sociale vient de réévaluer ce déficit de 6 milliards à 16,5 milliards en raison du ralentissement de la progression de la masse salariale. Ce niveau de déficit très élevé supposerait en outre, pour être respecté, un net ralentissement de la dépense d'assurance maladie.
Pour cela, il faudrait maîtriser la dynamique d'activité et réaliser des économies nettement plus élevées que ces dernières années. Après 2024, le déficit de la sécurité sociale devrait recommencer à se creuser selon les propres prévisions du gouvernement et atteindre plus de 17 milliards en 2027, sans doute plus encore avec l'acquis de moindres recettes constatées en 2024. Nous sommes en train d'atteindre un point de bascule, car le déficit est en train de devenir supérieur à la capacité d'amortissement de la CADES. La dette sociale va recommencer à croître sans aucune perspective tracée de retour à l'équilibre, ce qui est totalement inédit. Cette aggravation continue sera principalement portée par le déficit de la branche vieillesse. En effet, la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites ne produira l'essentiel de ses effets qu'après 2027. Elle n'a en outre que très partiellement traité la question de l'équilibre de la CNRACL, la Caisse des agents fonctionnaires des collectivités locales et des hôpitaux, qui portera les 3/4 du déficit de la branche en 2027. Le déficit de la branche maladie devrait se stabiliser entre 9 et 12 milliards d'euros, à condition toutefois que le rythme de progression de l'ONDAM soit maîtrisé autour de 3% par an. Cela implique des économies importantes, alors même que le gouvernement n'a annoncé à ce jour aucune réforme en ce sens. Cette trajectoire est, selon nous, insoutenable en l'état. La dette sociale sera de plus en plus portée par l'ACOS, à hauteur de 70 milliards d'euros dès 2027, ce qui pourrait placer la sécurité sociale en situation de très grande fragilité financière. Il est urgent d'assurer un financement permanent des déficits sociaux et de mettre en œuvre des réformes, dont certaines sont illustrées par les chapitres thématiques de la deuxième partie du RALS, que je vais évoquer dans quelques instants. Auparavant, je souhaiterais revenir quelques instants sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qui recouvre 80% des dépenses de la branche maladie. Alors que l'ONDAM 2023 était annoncé comme celui de la sortie de crise sanitaire et donc rigoureusement maîtrisé, les dépenses ont continué d'augmenter de 4,8% et ont dépassé largement l'objectif initial de 3,2%. Pour la deuxième année consécutive, le dépassement atteint près de 4 milliards d'euros. Plusieurs décisions intervenues en 2023 expliquent pour partie ce fort dépassement. Les revalorisations salariales, le dynamisme des soins de ville et la rallonge budgétaire allouée aux établissements de santé pour atténuer leur déficit. Cela n'empêche pourtant pas la persistance de déficit des établissements de santé et médico-sociaux, et en particulier des hôpitaux publics. Enfin, la première partie du rapport se termine par une analyse d'un dispositif peu connu et particulièrement complexe, les transferts financiers de compensation démographique entre régimes de retraite. Ce système de transfert a été créé en 1974 et devait durer 4 ans. Il s'agissait alors de prendre en compte les effets sur l'affiliation des actifs, des mutations économiques, avec le déplacement notamment des emplois du secteur primaire vers les secteurs secondaires et tertiaires. Ce dispositif de solidarité était minimal pour ne pas dissuader les régimes eux-mêmes à consentir les efforts nécessaires pour revenir à l'équilibre. Près de 50 ans plus tard, 6 milliards d'euros sont encore transférés en 2022 entre 17 régimes de base de retraite. Mal piloté, ce dispositif est désormais fondé sur une architecture artificielle. D'autres mécanismes sont ajoutés à lui au fil du temps, au prix d'une complexité croissante. Les récentes réformes de retraite ont ajouté des règles nouvelles au dispositif pour éviter de modifier les montants transférés dans des conditions qui confinent à l'arbitraire. Parmi plusieurs scénarios examinés, la Cour propose de supprimer tout simplement ce dispositif et de le remplacer par des règles d'équilibrage entre régimes plus limitées et plus simples, ce qui serait sans effet sur les comptes de la branche vieillesse. J'en viens maintenant à la deuxième partie du rapport, par laquelle nous portons à la connaissance des citoyens, du gouvernement et des parlementaires que vous êtes, des sources d'économies potentielles et de dynamisation des recettes dont la mise en œuvre participerait au rétablissement des comptes de la sécurité sociale. Nous avons d'abord examiné les niches sociales sur les compléments de salaire. Il existe depuis longtemps des aides directes versées par les employeurs aux salariés, comme les titres restaurants, les chèques vacances, les chèques emploi-service, etc. Et depuis la crise de Gilets jaunes, pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, l'État a étendu le périmètre de ces compléments de salaire, notamment en créant une prime de partage de la valeur et a réduit le rendement des taxes compensatoires affectées à la sécurité sociale pour compenser le manque à gagner. Les heures supplémentaires sont en outre, comme vous le savez, exonérées depuis 2019 de cotisations salariales et patronales. Depuis 2018, la progression des compléments de salaire est devenue nettement plus rapide que celle des salaires de base. Ces compléments se substituent donc en partie aux augmentations de salaire.
Tous ces dispositifs, qui représentaient 87,5 milliards d'euros versés aux salariés en 2022, ont été créés sans objectif macroéconomique précis et disposent de régimes sociaux dérogatoires. S'ils sont utiles pendant les périodes de crise, ils privent aussi la sécurité sociale de ressources pérennes nécessaires. La perte de recettes totale peut être estimée à 18 milliards d'euros en 2022. C'est 8 milliards de plus qu'en 2018, non compensés par l'État. Une telle augmentation du manque à gagner pour la sécurité sociale est supérieure au creusement de son déficit dans la même période de 6,6 milliards d'euros. Ce sont les deux flèches, la flèche bleue en haut et la flèche rouge en bas, qui apparaissent sur le graphique. L'extension des compléments de salaire depuis 2018 retarde donc fortement le retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale. La répartition des compléments de salaire est en outre inéquitable entre salariés, car les dispositifs de partage de la valeur sont concentrés sur les plus grandes entreprises et sur les salaires les plus élevés. La Cour recommande donc à l'État de compenser le manque à gagner pour la sécurité sociale et de revenir vers des conditions de droit commun pour ces dispositifs dérogatoires. Les économies chiffrées pour la sécurité sociale pourraient dépasser 4 milliards d'euros. La Cour propose aussi des sources d'économies dans le domaine des arrêts de travail pour maladie, qui ont été relayés de manière déformée et abondamment par la presse, mais j'y reviendrai tout à l'heure, éventuellement, à l'occasion des questions que vous pourriez nous poser. Ces arrêts de travail pour maladie ont représenté 12 milliards d'euros de dépenses pour la sécurité sociale en 2022, en forte augmentation depuis 2017. Le chapitre offre d'abord une analyse inédite des raisons de l'augmentation du coût des arrêts maladie depuis 2017. Cette augmentation résulte de 3 causes. D'abord, l'augmentation du SMIC et des salaires, qui explique 730 millions d'euros, soit 16% des dépenses supplémentaires. Ensuite, l'augmentation de la population au travail, donc un effet volume, qui a représenté 14% des dépenses supplémentaires. Et enfin, les dépenses exceptionnelles découlant de la crise sanitaire. Les arrêts pour motif Covid représentent près de 40% des dépenses supplémentaires. L'augmentation du nombre d'arrêts longs, c'est-à-dire d'arrêts de plus de 6 mois, qui résulte également en grande partie de la crise sanitaire, représente près de 10% des dépenses supplémentaires. À cela, il faut ajouter environ 20% de dépenses non rattachables à une cause particulière. C'est le pavé autre sur le graphique et qui représente 850 millions d'euros environ. Nous examinons également la réglementation qui encadre ces arrêts maladie, qui est complexe et mal connue des assurés. Sa simplification est indispensable. Par ailleurs, la lutte contre la fraude est aussi insuffisante, alors même que la généralisation de la transmission des arrêts maladie, de la télétransmission des arrêts maladie, permettrait de tarir quasi intégralement les risques de fraude. De nouveaux outils informatiques ont été créés pour mieux cibler les médecins surprescripteurs. Ils pourraient être utilisés de façon plus graduée avant de déclencher les procédures de sanction. Enfin, la Cour explore plusieurs pistes mises dans le débat public afin de trouver les voies d'une meilleure régulation de la dépense. La recommandation de la Cour en la matière est la suivante. Afin de réduire les dépenses de l'assurance maladie, modifier les paramètres de l'indemnisation des arrêts de travail, notamment en vue de mieux répartir la charge entre la sécurité sociale, les entreprises et les assurés, à l'issue d'une concertation avec les partenaires sociaux. La Cour ne propose donc pas de cesser d'indemniser les salariés pour les arrêts de travail de moins de 8 jours, contrairement à ce qui a pu être relayé. L'objectif est d'assurer une meilleure répartition de la prise en charge entre la sécurité sociale, les entreprises et les salariés. L'instauration d'1 ou 2 jours de carence d'ordre public, donc non indemnisés et non indemnisables, est un des autres outils possibles qui peuvent être actionnés. Il appartient au gouvernement de définir les meilleures voies possibles après une large concertation avec les partenaires sociaux. Selon les dispositifs retenus, la Cour chiffre les économies possibles pour la sécurité sociale entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Nous avons également, dans un 3e chapitre, examiné le recours croissant aux médicaments anticancéreux qui se sont ajoutés depuis les années 2000 aux traitements classiques de chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. La Cour met l'accent sur la véritable efficacité de ces médicaments qui permettent d'améliorer sensiblement l'espérance de vie des patients.
Elle met l'accent aussi sur les défis qu'il pose en matière de coûts. D'une part, près de 6 milliards d'euros avant remise en 2022, et de régulation par la puissance publique. Parce qu'il est difficile d'établir rapidement le degré d'amélioration du service médical rendu par ces médicaments, ceux-ci bénéficient d'un mode dérogatoire de mise sur le marché. Sans compromettre l'accès rapide des patients à ces médicaments, la Cour recommande d'abord à la Haute Autorité de Santé de produire des évaluations médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques et de suivre l'efficacité de ces traitements à long terme en conditions de vie réelle. La Cour recommande également au Comité économique des produits de santé de renégocier les prix des médicaments quand les résultats de ces études sont inférieurs à ceux attendus initialement. Cette deuxième partie du RALS comprend également un chapitre dont le sujet est issu de la consultation citoyenne menée par la Cour en 2022. Il porte sur l'intérim médical et constitue d'ailleurs le dernier rapport issu de cette consultation 2022. La Cour s'alarme du rapide développement des différentes formes d'emploi temporaire à l'hôpital, dont le coût représente environ 600 millions d'euros par an. Les rémunérations des médecins contractuels, notamment, dépassent fréquemment les plafonds réglementaires, pour un surcoût estimé à 180 millions d'euros en 2021. Cette situation fragilise le statut des praticiens hospitaliers, qui constatent que ses collègues venus temporairement les épauler sont de plus en plus souvent mieux rémunérés qu'eux et soumis à des horaires moins contraignants. La part croissante de ces emplois temporaires dans les petits hôpitaux, qui atteint le tiers des médecins, rend les équipes médicales instables et fragilise la qualité des soins. Le législateur a récemment introduit une forme de régulation, mais sa mise en œuvre a mis du temps et elle apparaît encore insuffisante. Elle est bienvenue, mais elle est aujourd'hui un peu insuffisante. Les règles de recours à ces emplois temporaires doivent être mieux définies et un contingentement de ces types de contrats pourrait être envisagé. Enfin, pour clore cette deuxième partie, nous avons analysé la question sensible de la fermeture des lits dans les hôpitaux. Le nombre de lits a en effet baissé de 23% entre 2000 et 2022 pour l'ensemble des hôpitaux publics et privés. Cela s'explique pour moitié par un transfert de lits de soins de longue durée de l'hôpital vers les EHPAD et pour moitié par la montée en charge de la chirurgie réalisée en ambulatoire, donc sans nuitée à l'hôpital. La réduction du nombre de lits d'hôpital, qui reste d'ailleurs supérieur à celui de la plupart des autres pays européens, était nécessaire. Sa mise en œuvre par des baisses de tarifs généralisées a toutefois été insuffisamment pilotée. Surtout, on constate de plus en plus de fermetures de lits temporaires, notamment la nuit et le week-end, liées à des manques de personnel. Nous recommandons d'améliorer le recensement en temps réel des lits réellement disponibles partout sur le territoire, de développer des outils permettant d'évaluer l'effectif nécessaire pour effectuer les soins des patients et de mieux adapter leur gestion aux réalités de chaque territoire. À l'avenir, les effets du vieillissement de la population ne permettront pas de poursuivre la réduction du nombre de lits. Ils rendront nécessaire une accentuation du recours à l'ambulatoire et une meilleure coordination des professionnels de santé pour fluidifier les parcours de soins. La Cour estime en effet qu'une progression du taux de chirurgie ambulatoire de 62% en 2021 à 80% ne permettrait de compenser qu'un tiers des besoins nouveaux en lits liés au vieillissement de la population. Donc même si on atteignait 80% d'ambulatoires, on aurait besoin encore 2 tiers des besoins en lit. La dernière partie du rapport porte enfin sur l'amélioration de la qualité de la dépense sociale. Cet objectif commence par l'examen de la qualité du service rendu aux usagers par les caisses de sécurité sociale. Les usagers considèrent en effet que cette qualité se dégrade, du fait notamment de la complexité des démarches. Les temps d'attente augmentent. Dans la branche maladie, un appel téléphonique sur 2, après un temps moyen d'attente de près de 10 minutes, n'aboutit pas ou tombe sur une boîte vocale recommandant de rappeler plus tard. Les délais de traitement continuent à s'allonger et suscitent de nombreuses réclamations. Pire, les réponses que les caisses apportent aux usagers sont souvent erronées. Dans la branche maladie, 2 tiers des réponses apportées aux patients sont erronées. Nous appelons donc à un véritable saut qualitatif pour qu'une plus grande attention soit portée aux usagers,
en les aidant davantage face à l'utilisation des outils numériques, en luttant contre le non-recours aux prestations et en améliorant la performance des plateformes téléphoniques. Compte tenu de l'enjeu du numérique en santé, 2 chapitres y sont ensuite consacrés. Le premier porte sur Mon espace santé, projet relancé en 2019 après plusieurs échecs, comme vous le savez. Principalement composé du dossier médical partagé, ce nouvel espace numérique en santé a été enrichi d'autres composantes. Il s'agit d'abord d'un projet coûteux, plus de 700 millions d'euros, auquel il faut ajouter une partie des dépenses du Ségur du numérique. Ce projet est toutefois vecteur d'importantes améliorations potentielles pour la prise en charge des patients, notamment pour la prévention et pour la télésurveillance médicale. Toutefois, de nombreuses contraintes de sécurité des données pèsent sur le projet. L'alimentation par les professionnels de santé est également à ce jour très sensiblement en deçà des objectifs. Nous formulons donc des recommandations pour convaincre les médecins de l'utiliser et recueillir davantage l'adhésion du grand public. L'autre chapitre numérique est consacré au Système national des données de santé, le SNDS. Il s'agit d'une base de données principalement issue de l'assurance maladie, comme vous le savez, des séjours hospitaliers et des causes médicales de décès. Une plateforme, le Health Data Hub, est chargée de mettre ces données à disposition de la recherche et des acteurs économiques. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, les potentialités du SNDS ont été multipliées, nous constatons que cette base de données reste sous-exploitée et que la procédure d'accès pour les chercheurs est anormalement lourde et longue. Il faut donc lui donner un nouvel élan, en réglant d'abord la question de l'hébergement des données, aujourd'hui bloquée, faute d'entreprises européennes capables de répondre aux besoins pour les fonctionnalités avancées liées à l'intelligence artificielle. Un rapport récent remis au gouvernement estime qu'une solution européenne sera disponible d'ici 2026, ce qui nous semble très optimiste. Il serait donc souhaitable qu'entre-temps, l'assurance maladie fournisse une copie de la base principale du SNDS à un hébergeur relevant du droit de l'Union européenne pour répondre à minima aux fonctionnalités requises pour les traitements simples de données. Hors intelligence artificielle, donc. Il faut également réduire les délais de mise à disposition des données et continuer à enrichir le SNDS. Enfin, les 2 derniers chapitres sont consacrés chacun à une branche différente. Nous nous sommes d'abord penchés sur la retraite des professions libérales, qui représente 7,2 milliards de pensions en 2022. Leur gestion est assurée par une caisse tête de réseau, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, et par ses 10 sections professionnelles. Celles-ci ont conservé une très large autonomie qui leur permet de se maintenir en dehors des règles communes des organismes de sécurité sociale. Cette organisation est complexe et fragmentée. La Caisse nationale n'a pas de réelle capacité d'initiative et ne parvient pas à enclencher des mutualisations pourtant indispensables. En parallèle, la tutelle par les pouvoirs publics est très distante. Nous appelons donc à exploiter les gisements d'efficience que permettrait un rapprochement de ces organismes du reste de la sécurité sociale et améliorer ainsi le service rendu aux assurés à un moindre coût. Pour cela, un renforcement du rôle de l'État est indispensable. Pour en terminer, le dernier chapitre porte sur les aides accordées aux familles nombreuses, c'est-à-dire aux familles de 3 enfants et plus. Ces familles représentent une famille sur 6 et un tiers des enfants. Elles bénéficient de dispositifs fiscaux et sociaux pour un montant total que nous avons évalué à 30 milliards d'euros et qui est stable depuis 10 ans. L'essentiel relève des prestations familiales, de la majoration des pensions de retraite et du quotient familial ou encore des aides au logement. À partir de 2012, certains avantages qui leur étaient accordés ont été limités, ce qui a affecté le pouvoir d'achat de ces familles. Ces familles sont souvent dans des situations socio-professionnelles fragiles. La proportion de non-diplômés y est plus importante, ce qui expose ces familles au chômage, et le taux d'emploi féminin chute drastiquement à partir du 3e enfant. L'augmentation du nombre de familles nombreuses monoparentales a également contribué à accroître leur taux de pauvreté. Dans un contexte de baisse de la natalité, il paraît donc impératif de redéfinir les objectifs des dispositifs sociaux et fiscaux en faveur de ces familles. Pour conclure, la Cour alerte une nouvelle fois sur l'urgence pour notre sécurité sociale d'entreprendre des réformes qui doivent permettre d'envisager une résorption de son déficit dans un contexte économique où la croissance des recettes va se ralentir, la maîtrise de la dépense et la qualité de cette dépense doivent constituer le fil directeur de la gestion de la sécurité sociale. La Cour était engagée à la demande du Premier ministre dans un exercice de revue des dépenses sociales pour lequel elle devait rendre ses conclusions avant la fin du mois de juin. Le travail s'achève prochainement, le devenir de ce travail est en suspens
compte tenu de la situation que nous connaissons. Je vous remercie de votre attention et me tiens avec mon équipe à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Présidente, et vraiment merci pour la qualité de vos travaux, les éclairages que vous apportez et le caractère pédagogique de votre intervention. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la parole à notre rapporteure générale, Élisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente de la 6e Chambre. Merci à vous, messieurs, d'être aussi présents. Merci pour tous ces éléments d'analyse qui nous permettent effectivement, après la lecture des comptes de la sécurité sociale qui nous ont été donnés la semaine dernière, oui, il y a très peu de jours en fait, nous permettent de prendre de la hauteur et en tout cas de regarder les pistes éventuelles d'amélioration. D'abord, sur le rapport de certification des comptes, vous l'avez dit, l'année dernière, vous aviez dit votre impossibilité de certifier les comptes. Cette année, vous dites c'est un refus de certification. C'est vrai que pour les Français, ça reste subtil comme, comme définition de l'un ou de l'autre des mots. Certains pourraient dire que c'est un progrès parce que c'est peut-être plus clair de dire qu'on refuse. En tout cas, pouvez-vous faire le point? Vous l'avez fait en partie, Madame la Présidente, sur les causes de la forte augmentation du montant des paiements erronés depuis les comptes 2018 et sur les raisons qui ont amené la Cour à passer d'un refus à donc une impossibilité, ou plutôt d'une impossibilité à un refus plutôt. Non, c'est bien. Oui, non, c'est oui, tout à fait. Merci. Sur le rapport, comme sur la RALS, un arrêté du 2 février 2024 avance de 10 jours la date de production des annexes définitives, désormais fixée au 5 avril. En conséquence, la recommandation numéro 1 consiste à avancer de 10 jours, vous l'avez dit tout à l'heure, la date de production des comptes provisoires et définitifs. Quelles vous semblent être les perspectives de mise en œuvre de cette recommandation? C'est vrai que nous aussi, nous aimerions cette exécution plus rapide. Cela permettrait-il, selon vous, d'anticiper la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale? Deuxième question, votre recommandation 4 sur l'ONDAM, parce que c'est là que, sur l'assurance maladie, on voit qu'il y a un fort dépassement des dépenses, consiste à définir un programme pluriannuel de régulation des dépenses partagées avec les parties prenantes, comprenant un renforcement des outils et instances de pilotage, un changement d'échelle dans la lutte contre les fraudes, des mesures structurelles d'adaptation de l'offre de soins aux besoins de la population et conditionner les mesures nouvelles par la réalisation d'économies. Ça fait beaucoup. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément en quoi pourraient consister ces différentes mesures, en particulier sur le plan organisationnel? Toujours à la fin du chapitre sur la situation financière de la sécurité sociale, vous indiquez, page 62, « Si la sécurité sociale n'est pas dotée de ressources nouvelles, il est donc impératif d'établir un programme pluriannuel de réforme et de lutte contre les fraudes pour étayer une trajectoire crédible de rétablissement des comptes. » Cette formulation suggère que vous n'excluez pas une stratégie consistant à rétablir les comptes sociaux en agissant sur les seules ressources. Qu'en est-il vraiment? Et pensez-vous qu'une stratégie reposant sur les seules dépenses est réaliste ou faut-il nécessairement, selon vous, augmenter les recettes? Merci. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, je vous laisse répondre à Madame Doineau et ensuite on donnera la parole au rapporteur de branche. Alors, Madame la rapporteure générale, d'abord sur la certification, pourquoi pour la branche famille sommes-nous passés d'un refus l'année dernière à une impossibilité cette année? L'année dernière, je rappelle qu'il n'y avait non seulement les comptes étaient dégradés, les indicateurs de risque financier résiduel s'étaient même dégradés et étaient à un niveau élevé, mais il n'y avait pas de perspective d'amélioration. Et c'est ce qui nous avait conduit à exprimer un refus de certification. En 2023, la situation a évolué plutôt favorablement. Plutôt favorablement parce que la branche famille s'est dotée d'un plan de rétablissement des comptes. Elle a d'ailleurs bénéficié, à la suite peut-être de notre refus de certification, dans la COG, de moyens supplémentaires pour l'aider dans ce plan de rétablissement des comptes. Et nous avons constaté qu'elle s'est, pour la première fois depuis plusieurs années, elle a cessé de diminuer le nombre de ses contrôles. Elle s'est dotée d'objectifs de contrôle
en termes financiers, donc elle priorise les contrôles et l'efficacité des contrôles. Les indicateurs de risque résiduel ne se sont pas encore améliorés. L'indicateur de risque financier résiduel à 24 mois est stable à 7,4%, ce qui représente 5,5 milliards d'euros d'indu ou de rappel. L'indicateur de risque résiduel à 9 mois, lui, s'est dégradé à 10,9% au lieu de 9,9%. Je ne suis pas sûre que ce soit les bons chiffres, d'ailleurs. J'ai un doute. Mais ce qui nous a convaincus de prononcer une impossibilité, c'est qu'on ne voit pas encore dans les comptes se traduire les résultats des actions qui ont été mises en œuvre. Mais nous avons constaté, les équipes de certification ont constaté que ces actions ont été mises en œuvre. Et nous pensons, nous espérons, mais nous pensons en voir la traduction comptable dans les comptes 2024. Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Voilà, d'où l'idée d'une impossibilité de certifier. On voit bien qu'un mouvement a été mis en place qui n'était pas mis en place auparavant, que les contrôles se sont améliorés, que des mesures ont été prises, que des moyens ont été alloués. Mais tout ça s'est fait plutôt au deuxième semestre 2023 et donc on n'en voit pas la traduction dans les comptes. Voilà exactement les raisons pour lesquelles on est dans une impossibilité de certifier plus que dans un refus de certifier qui aurait été interprété comme une sanction. Sur votre deuxième question, sur le calendrier. Alors, la production des annexes a été avancée à notre demande de 10 jours. Malheureusement, la production des comptes eux-mêmes n'a pas été avancée. Donc, travailler sur les annexes sans travailler sur les comptes ne nous est pas très utile. Quelle chance a cette demande de voir le jour? À ce stade, et compte tenu des échanges que nous avons avec la Sécurité sociale, les perspectives de mise en œuvre de notre recommandation sont assez faibles, sont même très ténues. Mais voilà, la sécurité sociale peut aussi s'améliorer d'année en année et progressivement. Après tout ce qu'on a obtenu sur les annexes et dont on disait que c'était impossible il y a encore quelques années, on l'a finalement obtenu. Pour les comptes, on peut peut-être obtenir une amélioration. Alors, est-ce que ça permettrait d'anticiper la réunion de la Commission des comptes de la Sécurité sociale? Oui, plus tôt on a les comptes et plus les choses peuvent se faire en amont. Au demeurant, aujourd'hui, le calendrier n'est pas très satisfaisant. Nous avons, par exemple, certifié les comptes et rendu public notre rapport de certification avant que la Commission des comptes de la Sécurité sociale ne se prononce sur les comptes 2023. Donc, un calendrier plus satisfaisant, un calendrier différent serait plus satisfaisant. Sur l'ONDAM, alors c'est une question assez vaste. En quoi pourraient consister les mesures d'amélioration de l'ONDAM, et notamment sur le plan organisationnel? D'abord, nous pensons essentiel qu'il y ait un plan pluriannuel d'économie, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie trajectoire pluriannuelle, mais fondée sur des hypothèses solides, rigoureuses, et assises sur des mesures, et non pas qui ne soient pas juste de nature financière, mais qui résultent de mesures structurelles qui seraient à mettre en place. Juste pour avoir une idée du chiffrage, aujourd'hui, tenir la trajectoire telle qu'elle est prévue par le gouvernement jusqu'en 2027, la trajectoire prévoit 3 milliards d'économies par an, donc 9 milliards à l'horizon 2027. 9 milliards d'économies qui ne sont pas documentées. Si on voulait un retour à l'équilibre, ce que ne permet pas la trajectoire du gouvernement, qui stabilise juste le déficit. Mais si on voulait un retour à l'équilibre, il faudrait compter sur 9 milliards de plus. Donc on est déjà à 18 milliards.
sans compter le rattrapage, enfin le rebasage, si j'ose dire, des 4 milliards de moindres recettes constatées en 2023 qu'il faut intégrer dans la trajectoire. Donc on a des montants considérables. Si une trajectoire de redressement des comptes, voire de retour à l'équilibre, n'est pas fondée sur des mesures structurelles, mais juste sur des coups de rabot, on n'y arrivera pas compte tenu de l'ampleur des montants. Alors, les mesures, sans doute les connaissez-vous, hein, bien sûr, comment dire, donc sécuriser la construction de l'ONDAM avec une prévision pluriannuelle et fondée sur des mesures structurelles, améliorer la connaissance entre les lois de programmation des finances publiques et la construction de l'ONDAM, parce qu'aujourd'hui il y a des incohérences entre les deux. Il faut penser les deux concomitamment et de manière cohérente. Peut-être conditionner toute mesure nouvelle qui serait prise par des mesures d'économie de montant égal. Peut-être se doter aussi de modalités de suivi de l'ONDAM beaucoup plus fines, avec une granularité beaucoup plus fine et mensuelle, à un rythme mensuel. Se doter d'outils qui permettent une régulation des dépenses autrement que sur les dépenses hospitalières, et peut-être donc envisager, réfléchir en tout cas, à ce qui existe déjà en matière de biologie médicale, une régulation prix-volume pour un certain nombre de professions prescrites, et peut-être à d'autres méthodes de régulation pour les professions médicales elles-mêmes. En tout cas, tout ça doit être pris en compte, et bien évidemment un effort sur la lutte contre la fraude, puisque aujourd'hui nous avons chiffré entre 4 et 6 milliards d'euros pour l'assurance maladie le montant de la fraude. Améliorer les montants récupérés qui sont aujourd'hui à demi-milliard d'euros à peine par an. Si on pouvait au moins doubler ce montant, ce qui paraît vraiment... on serait tout de même voilà, entre un quart et un sixième des montants totaux fraudés. Doubler le montant récupéré ne paraît pas hors de portée, et ça représente un demi-milliard d'euros. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures de régulation de la dépense. J'ai évoqué tout à l'heure les niches sociales. Donc en matière de recettes, il ne s'agit pas, encore une fois, hein, c'était très clair dans notre rapport, j'espère que ça l'était dans mon propos, de supprimer les niches sociales. Les niches sociales sont utiles dans un certain nombre de domaines, les heures supplémentaires ou d'autres, mais de rétablir le droit commun pour un certain nombre d'entre elles, dont on montre que elles sont en réalité, enfin leur usage est un peu contourné, et qu'on utilise les compléments de salaire là où en réalité on devrait utiliser quand je dis on, les entreprises, les employeurs, là où on devrait utiliser des augmentations de salaire. Et donc on a chiffré, hein, c'est ce que je dis tout à l'heure, à 4 milliards d'euros les économies, les recettes supplémentaires qui pourraient en être tirées. Voilà, tout ça, ce sont autant de leviers, je ne vais pas tous les énumérer, il y en a beaucoup, mais qui doivent être mis en perspective et actionner dans une perspective de redressement des comptes de la sécurité sociale. Oui, bon, j'ai répondu aussi en partie à l'augmentation des recettes. Vous posez la question de l'augmentation des recettes. Encore une fois, augmenter les recettes, ça n'est pas nécessairement augmenter les prélèvements. La lutte contre la fraude, c'est une manière de limiter le manque à gagner. L'abolition d'un certain nombre, ou le retour au droit commun d'un certain nombre de niches sociales, c'est là aussi, ça n'est pas une augmentation, c'est un retour au droit commun et donc un moindre manque à gagner pour la sécurité sociale. L'essentiel est tout de même d'agir sur la dépense en termes d'efficience, je l'ai dit tout à l'heure. En termes de prévention également, mais la prévention c'est peut-être une dépense à court terme, mais c'est une économie à moyen et long terme. Et puis peut-être à réfléchir à une autre répartition des financements entre les différents acteurs concernés, l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie complémentaire, les employeurs et les assurés, dans un certain nombre de domaines, y compris d'ailleurs les dépenses maladie.
Merci, Madame la Présidente. Oui, allez-y. Petite précision, parce que l'année dernière, au moment du PLFSS, nous avons beaucoup débattu sur les niches sociales, notamment sur le bandeau maladie et famille. Et en fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas été assez loin, parce qu'effectivement, quand nous regardions précisément cette histoire, on voyait bien que ce n'était pas forcément un levier pour les entreprises à plus d'emplois, enfin à la création de plus d'emplois. Donc nous aurions dû aller plus loin. Je ne me prononcerai pas sur ce que vous auriez dû ou pas dû. Le législateur fait ce qu'il croit bon. Mais ce que nous montrons, c'est que sans craindre d'effets négatifs sur le rétablissement, enfin, et le retour au droit commun d'un certain nombre de niches sociales, et au contraire, pour empêcher un contournement, finalement, une utilisation contournée de certaines de ces niches sociales, de certaines de ces dispositions qui bénéficient de systèmes d'exonération ou d'exemption, donc totalement dérogatoires au droit commun, on pourrait faire limiter le manque à gagner pour la sécurité sociale. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à nos rapporteurs de branche et je commence par la branche maladie. Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour à la fois votre présentation très claire, votre pédagogie et la qualité de vos premières réponses. Alors, je voudrais aborder l'Ondam et puis l'hôpital et l'intérim. Je vais essayer de me concentrer sur ces trois points. Tout d'abord, l'Ondam, au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, j'avais affirmé ici qu'il nous semblait que l'Ondam n'était plus pilotable. Et nous avions voté son insincérité ici au Sénat. La Cour avait déjà fait en 2023 un bilan sévère sur le décalage entre la vocation de l'Ondam et la réalité de sa construction et sa mise en œuvre. Vous appelez cette année à une impérative reprise en main de son pilotage dès 2024. Comment, selon vous, refaire de l'Ondam une réelle norme de dépenses et un instrument efficace de pilotage des dépenses de santé? Comment maîtriser une dynamique forte de dépenses dans un contexte de déficit majeur des hôpitaux, de revalorisation nécessaire pour redynamiser la médecine de ville et l'accès aux soins, encore pour financer les médicaments innovants, sujet que vous avez abordé tout à l'heure? Et quel regard portez-vous sur la cible de 3%, sur le rendement réel des mesures d'économie avancées ces dernières années et pour 2024 ? Ce que nous avons aussi ici évoqué l'année dernière au Sénat, c'était le fait qu'en fait, nous avions les sous-objectifs, mais des enveloppes, notamment pour la médecine de ville et puis pour les établissements de santé, de plus de 100 milliards d'euros. Et que l'unité de compte, c'était le milliard. Et en dessous, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, quand on parle de quelques millions, même si c'est 10 millions, 15 millions, 30 millions, 150 millions, 300 millions, ça reste des dépenses importantes. Et aujourd'hui, dans l'Ondam, on n'a pas ces... Enfin, évidemment, dans l'annexe, décision par décision, en tout cas proposition par proposition, on voit bien les évaluations. Mais dans les débats, en dessous d'1 milliard, on n'en parle pas. Et il y a quand même, me semble-t-il, un petit sujet. Donc voilà les premières interrogations sur l'Ondam. Sur l'hôpital. Sur l'hôpital, pour ne pas monopoliser la parole, je ferai le lien avec les lits d'hôpitaux et la fermeture des lits d'hôpitaux. La Cour dresse un bilan de la réduction du nombre de lits depuis 2013. Une politique revendiquée de virage ambulatoire, évidemment, qui peut l'expliquer. Et je pense que les patients aussi apprécient. La technologie, etc., a été intéressante pour ça et a facilité ça. Aujourd'hui, notamment depuis la crise sanitaire, on évoque le manque de personnel. Mais la Cour met en avant des éléments que la commission d'enquête sur l'hôpital rapportée en 2022 par Catherine Desroches avait déjà signalé, c'est-à-dire un manque important de données quant aux lits effectivement disponibles ou fermés de fait, et une très lacunaire analyse de ce qu'on appelle communément la charge en soins. Et je fais le lien d'une manière générale avec l'hôpital. La France a-t-elle encore les moyens de sa carte hospitalière? C'est un vrai sujet. Du coup, derrière, la question qui vient, c'est est-ce que nous avons encore les moyens de garder nos hôpitaux de proximité? Important en termes d'aménagement du territoire, d'accès aux soins. On parle beaucoup du lien ville-hôpital, lien hôpital-CPTS quand il y en a. Voilà, si on n'a plus d'hôpital de proximité, ce lien, évidemment, il n'existe plus. En
tout cas plus de la même façon. Donc derrière tous ces sujets-là, il y a évidemment une question d'aménagement du territoire. Et puis, je fais le lien aussi avec l'intérim médical. Vous avez fait le constat d'un recours important au contrat d'intérim sous différentes formes, mise à disposition, gré à gré, pointer l'échec des dispositifs adoptés pour l'encadrer, particulièrement le recours au contrat dit de type 2, qui apparaît un dévoiement manifeste de règles visant à réduire l'intérim. La Cour met en avant la fragilité même du système hospitalier, la grande vulnérabilité des petits établissements, et ça fait lien avec mes remarques précédentes. Et si je regarde le tableau que vous avez présenté tout à l'heure, en fonction de la taille des hôpitaux, notamment de leur chiffre d'affaires, c'est comme ça qu'ils étaient présentés. Est-ce que, si ce n'est pas forcément ce que je souhaite, mais si je maintiens le raisonnement jusqu'au bout, est-ce qu'en revoyant la carte hospitalière, donc en consolidant les hôpitaux avec des hôpitaux plus importants en termes d'activité, vous imaginez que ça puisse régler la question d'intérim? Je me pose une question sans... Et puis enfin, parce que je ne peux pas m'empêcher de la poser, excusez-moi, et je ne vous demande pas, évidemment, je n'attends pas une réponse politique de votre part, mais une réponse financière. Il y a eu un rapport Woerth, il y a quelques jours, qui envisageait de transférer la recette des DMTO au bloc communal et de compenser ce manque de recettes pour les conseils départementaux par une part de CSG. CSG qui finance une partie du budget de la Sécu. Voilà, dont on voit bien que cette partie... Alors évidemment, l'ONDAM augmente, donc cette partie de financement par la CSG est compensée par une partie plus importante de TVA. Quel est votre sentiment, juste de financier comment on va financer la Sécu demain si ce manque de CSG était décidé? Je m'arrête là. Merci Madame Imbert pour ces questions pertinentes. Madame Gruny pour la branche retraite. Oui, merci beaucoup Monsieur le Président. Bonjour Madame. Alors, moi je suis sur la branche vieillesse, donc je voudrais vous entendre sur l'évolution financière qui est plutôt alarmante. La réforme de 2023, vous pensez qu'elle est correctement calibrée d'un point de vue financier? On sait que sa montée est progressive, mais on voudrait déjà savoir si vous pensez que ça va répondre en fait aux objectifs qu'on a mis en place en fait pour cette branche. Et puis, si vous pouviez nous parler de la CNRACL. Quelles mesures en fait on peut prendre pour cette caisse et les conséquences pour cette caisse de la suppression de la compensation démographique qui est préconisée par la Cour. Merci. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Marie-Pierre Richer pour la branche autonomie. Non, pour la branche accident du travail, maladie professionnelle. C'était un TMP, test, pardon, mais je sais. Exactement. Voilà. Mais comme tu présides du groupe handicap, je me suis laissé emmener. Voilà. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, avec ma collègue Annie Louérou, nous travaillons actuellement sur une mission concernant les enjeux de la branche AT-MP qui est née notamment de l'article 39 qui a fait débat sur le PLFSS. J'ai vu que la Cour des comptes a publié un rapport flash sur les aides de la CNAM à la prévention des risques professionnels, une efficacité non démontrée. Donc moi, je reviendrai sur la prévention, puisqu'on le sait tous, la prévention doit prévaloir sur la réparation. Or, aujourd'hui, les actions de prévention ne représentent que 2% du montant total du budget de la branche accident du travail, maladie professionnelle. J'ai lu, et suite à une audition avec la DSS, qu'il y a une remise en cause sur les actions, notamment les subventions pour les petites entreprises. Je suis là. Donc, j'aimerais savoir quel regard vous posez sur justement les préventions, les incitations à la prévention pour ces entreprises, puisque l'on sait que la sinistralité est importante. Est-ce que ce n'est pas simplement un problème de communication avant de le remettre en cause? Parce que franchement, 2% pour la prévention, ça paraît tellement petit par rapport à la pénibilité, au travail. Et puis, sans dévoiler les contours de nos auditions, moi j'étais assez marquée par
par une réflexion de la DSS, puisque je les interrogeais concernant la sous-déclaration qui amène chaque année à un prélèvement sur la branche AT-MP pour la branche santé. La réponse m'a été faite que c'était normal puisqu'il fallait que la branche qui est en excédent contribue à la branche qui est déficitaire, alors que l'on sait que cette branche excédentaire n'est pas du tout faite pour abonder une autre branche. Donc voilà, j'aimerais avoir le regard de la Cour des comptes. Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous laisse répondre à nos rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'ONDAM, j'avais déjà donné un certain nombre d'éléments. Il y a un élément sur lequel je ne suis pas revenue tout à l'heure et sur lequel je souhaite insister, c'est que nous pensons qu'il serait de bonne politique d'avoir un suivi précis et des indicateurs précis par sous-objectif. Autrement dit, de piloter l'ONDAM de manière beaucoup plus fine que la manière dont il est piloté aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure d'un suivi mensuel. Ça nous paraît essentiel parce que seul un suivi mensuel peut permettre en infra-annuel de prendre des mesures de régulation, de réorientation de la dépense ou de limitation de la dépense en cas de dépassement avéré, mais c'est d'autant plus facile qu'on aurait des sous-objectifs assortis d'indicateurs et d'outils de régulation. Une régulation par sous-objectif nous semble indispensable. Alors, je n'ai pas répondu à l'intégralité peut-être de votre question, mais alors sur la cible des 3% d'économie avancée pour ces dernières années, j'en ai dit un mot tout à l'heure, ça nous paraît extrêmement optimiste, en tout cas dès lors que les chiffrages, et notamment les économies possibles ne sont pas documentées et que l'ensemble des perspectives reposent sur des hypothèses macroéconomiques qui nous semblent optimistes. Voilà, on a les plus grands doutes sur la capacité de la France à tenir l'objectif ONDAM. Jusqu'en 2027, toutes choses égales par ailleurs, je parle de la trajectoire telle qu'elle a été fixée pour 2024-2027. Sur l'hôpital, vous posez une vraie question, mais je ne suis pas sûre que la Cour soit en mesure d'y répondre. La France a-t-elle encore les moyens de sa carte hospitalière ? Ce que je voudrais dire, c'est que sur la question des petits hôpitaux, des petits établissements, qui est un vrai sujet, j'avais eu l'occasion de l'évoquer devant votre commission au sujet de la périnatalité, et on avait évoqué les petites maternités. Ça n'est pas tellement une question, enfin pas tant une question de moyens qu'une question de qualité et de sécurité des soins. La taille de l'établissement et le nombre d'événements indésirables enfin, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a une corrélation systématique. On a vu qu'il y avait une corrélation entre la taille de l'établissement, le nombre de médecins intérimaires ou à contrat court et le nombre d'événements indésirables pour la question de la périnatalité. Je ne peux pas généraliser aujourd'hui. Nous avons engagé, nous allons engager là d'ici quelques mois, un travail approfondi sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements hospitaliers. Et nous essaierons, bien sûr en lien avec des instituts de recherche, etc., et les propres données dont dispose la Cour et nos data scientists, de voir s'il est possible d'établir des corrélations entre l'organisation des soins, et notamment le turnover, le pourcentage de médecins intérimaires, etc., la taille de l'établissement et la qualité des soins. C'est plutôt ça qui est essentiel à nos yeux qu'une question financière. La question financière en découle. C'est-à-dire si on ferme des établissements pour cause d'insuffisante qualité et sécurité des soins, on redéploie les effectifs sur d'autres établissements et, in fine,
on économise non seulement du fait de la réorganisation, mais aussi du fait d'une meilleure qualité des soins apportés aux patients et donc de moindres complications, etc., etc. Donc, au total, ça se traduit par une économie. Mais l'objectif ne doit pas être de poursuivre un but d'économique. L'objectif premier, il est vraiment celui de la qualité et de la sécurité des soins. Alors, cela dit, bon, sur l'hôpital, c'est ce que je voulais dire. Sur l'intérim médical, la question est... D'abord, un constat. La loi Rist a été une bonne chose. Vraiment, elle a été bienvenue. Elle est sans doute insuffisante à elle toute seule pour endiguer le phénomène, non pas de l'intérim, mais des abus d'intérim ou de contrats courts. Sur les contrats de type 2, qui sont donc pour pallier comment dire, les difficultés de recrutement dans des conditions financières attractives, là aussi, c'est le contournement finalement des contrats de type 2 qui est problématique, plus que le recours aux contrats de type 2, qui sont une bonne chose parce qu'ils permettent effectivement de répondre à un besoin. Donc, ce que nous recommandons, c'est de définir de manière plus restrictive les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ces contrats. L'attractivité du rôle de médecin hospitalier, c'est évidemment une question beaucoup plus vaste que celle de la simple rémunération. C'est évidemment celle de l'environnement, c'est celle du regard que la société pose aussi sur les médecins hospitaliers, de ce qui est attendu d'eux. C'est la meilleure organisation des gardes et astreintes. Il est clair que tant que l'organisation des gardes et astreintes et donc de la permanence des soins repose essentiellement sur l'hôpital public, on a une vraie difficulté et un vrai différentiel d'attractivité entre l'hôpital public et l'hôpital privé qui peut s'expliquer par ces questions-là. Par ailleurs, il y a d'autres facteurs d'attractivité à l'hôpital public, heureusement, mais je pense que cette question-là de la permanence des soins, elle doit vraiment faire partie de la réflexion sur l'attractivité de l'hôpital au sens large. Alors, au-delà d'ailleurs de ces questions de rémunération, de permanence des soins, donc d'attractivité de la fonction de médecin hospitalier, c'est peut-être la question du statut des médecins hospitaliers qui est à poser. Alors ça dépasse évidemment largement les compétences de la Cour des comptes, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur le statut de médecin hospitalier. Alors, sur la question des comptes et du mécano financier, ce que nous souhaitons, nous, c'est que l'organisation des financements fléchés aujourd'hui vers la sécurité sociale ne soit pas modifiée, ou si elle est modifiée, qu'elle soit compensée à l'euro. On a trop vu de dispositifs de ce type censés être compensés, qui ne le sont pas complètement et qui aujourd'hui pèsent sur les comptes de la sécurité sociale. Oui, j'en ai dit un mot tout à l'heure là sur les retraites complémentaires et l'UNEDIC, et on a donc des montants importants qui pèsent sur la sécurité sociale, alors même que ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà, prudence dans tout ce dans toute mesure qui consiste à flécher vers d'autres objets. Évidemment, on ne porte aucun jugement sur la légitimité de cette réorganisation financière, mais prudence pour ne pas déstabiliser et fragiliser encore davantage la sécurité sociale, qui n'en a pas besoin. Sur la branche vieillesse, alors est-ce que la réforme de 2023 a été bien calibrée ? Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne portera ses effets
ses pleins effets, c'est-à-dire les mesures compensatoires qui ont été votées seront compensées par les effets attendus de la réforme qu'à partir de 2027. Mais à partir de 2027 est aussi le moment où les comptes de la CNRACL se creusent et le déficit donc de la branche vieillesse sera pour les 3/4 dû à la CNRACL et à la dégradation de ses comptes. Alors, les conséquences de cette dégradation des comptes de la CNRACL sont évidemment importantes. Alors, vous posiez la question de savoir si ce que l'on propose, c'est la suppression du mécanisme de compensation démographique, allait desservir la CNRACL. Si on ne fait rien et si on se contente de supprimer le système de compensation comme la Cour le recommande, effectivement, ça va défavoriser la CNRACL. Ce que nous disons, c'est qu'il faut un autre mécanisme de compensation, mais plus simple, comme il en existe déjà d'autres, notamment pour la CNRACL et en tout cas pour tous les régimes qui perdront avec cette suppression de la compensation démographique. Alors la question est complexe pour la CNRACL puisque dès qu'on touche un paramètre, bien si c'est le paramètre des cotisations patronales, enfin employeurs, pardon, on touche soit aux ressources des collectivités, soit aux ressources des hôpitaux. Si on touche aux ressources des hôpitaux, voilà, on reste dans le champ de la sécurité sociale et de la problématique du financement de dépenses additionnelles. Si on touche aux cotisations des salariés ou des agents, le problème est le même, c'est-à-dire que là aussi, on touche soit au financement des collectivités locales, soit parce qu'on suppose que ça sera compensé par des augmentations de rémunération à due concurrence, et donc on ne résout rien. Donc c'est la raison pour laquelle il faut prévoir un mécanisme compensatoire qui ne soit pas la compensation démographique, qui est vraiment une usine à gaz, pour le dire trivialement, mais qui soit un autre mécanisme de compensation qu'il appartient au pouvoir public de décider. Sur la branche AT-MP, alors la prévention, oui, bien sûr, c'est absolument essentiel. Sans doute est-elle insuffisante. On l'avait vu sur le sujet des établissements et services médico-sociaux. On s'était penché sur l'accidentologie dans ce domaine qui était la plus élevée en France, même supérieure à celle du bâtiment. Faute là aussi de prévention, de bonne information et de bonne formation des personnels. Donc la question de la prévention est essentielle et le niveau de prévention est certainement insuffisant dans un certain nombre de branches. Je pense qu'il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des secteurs comme le bâtiment, par exemple, bâtiment travaux publics, qui se sont saisis de longue date de ces questions de prévention. Mais ça n'est pas le cas de tous les secteurs et de certains qui sont très accidentogènes. Quelles incitations? Alors, parler de communication et de la compensation qui est instaurée aujourd'hui entre la branche AT-MP et la branche maladie. La sous-déclaration conduit aujourd'hui à transférer un montant légèrement supérieur à 1 milliard d'euros sur proposition de la commission dont le rôle est de se prononcer justement sur l'insuffisante déclaration des accidents du travail, maladies professionnelles. Nous pensons que c'est un bon mécanisme, mais nous pensons que les montants sont peut-être insuffisants aujourd'hui. En tout cas, la commission qui est chargée de fixer ce montant du transfert au bénéfice de l'assurance maladie donne une fourchette. Aujourd'hui, on constate qu'on est plutôt dans le bas de la fourchette, c'est-à-dire les montants qui sont retenus par les pouvoirs publics sont ceux du bas de la fourchette. Nous disons, pourquoi ne pas retenir les montants du haut de la fourchette? On arriverait ainsi à 2,3 milliards d'euros de compensation de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de la sous-déclaration. Mais à tout le moins, pourrait-on prendre le milieu de la fourchette et non pas le bas de la fourchette? Mais sur le principe, nous pensons que c'est une bonne chose et ça peut permettre aux employeurs notamment de prendre conscience de la nécessité d'une meilleure prévention. Plus la branche sera appelée à compenser les sous-déclarations à la branche maladie, et plus on peut espérer une espèce de prise de conscience de la nécessité d'une meilleure prévention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Maintenant, je continue le débat. Je donne la parole à Raymonde Poncet-Monge.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame. Oui, des points un petit peu techniques. Vous avez parlé de réexaminer les compensations UNEDIC sous prétexte de leur excédent, mais c'est déjà prévu, je crois, la sous-compensation. Il me semble que c'est déjà prévu. L'UNEDIC a assez protesté sur le fait que sur le prévisionnel jusqu'en 2027, je crois que c'était 12 milliards, il y avait une sous-compensation qui était prévue sur le prétexte qu'ils sont excédentaires, justement. Hein, c'est-à-dire vous avez les moyens. Donc, sur 3-4 ans, il me semble qu'il y a une sous-compensation qui est programmée. Donc, vos vœux sont exaucés, je dirais, plus qu'exaucés, parce que la hauteur un petit peu de cette sous-compensation a provoqué beaucoup de débats. Je voulais revenir sur, vous dites, la presse, tout ça a mal présenté le fait que ne seraient plus indemnisés les arrêts maladie de moins de 8 jours. Je crois qu'effectivement, elle a beaucoup zoomé sur ça, que les arrêts de moins de 8 jours ne seraient plus indemnisés, alors que votre proposition me semble plus grave, parce que ça, vous êtes plutôt, vous penchez pour une augmentation des jours de carence, il me semble, jusqu'à proposer 7 jours de carence. Ce qui fait que même quand on s'arrête sur un arrêt moyen ou long, on est touché par la carence, alors que si c'était que les arrêts de moins de 8 jours, ça toucherait que ces arrêts-là. Et vous proposez aussi, vous mettez dans les propositions possibles, vous en avez parlé, le jour d'ordre public, c'est-à-dire interdiction de le compenser aussi par l'employeur, ou la diminution de 3 à 2 ans de la couverture par les indemnités journalières de sécurité sociale. Moi, j'aimerais vraiment, voir, est-ce que vous avez vraiment réfléchi sur les conséquences, les effets d'une telle augmentation des jours de carence sur la pauvreté, sur le recours aux soins, sur le fait de pouvoir déclarer un arrêt maladie, sur un renoncement en fait à l'arrêt maladie. Par contre, j'ai trouvé très intéressant le fait que vous vous penchiez sur les différentes composantes de la croissance des arrêts maladie, qui là, par contre, la presse a beaucoup parlé d'arrêts abusifs et de recours désormais abusifs, et vous avez une démonstration assez intéressante des différentes composantes. Moi, je terminerai quand même sur les niches dont vous avez parlé. Quand même, nous avons été un certain nombre, lors de la loi sur le partage de la valeur, à dire déjà qu'elles étaient de moins en moins compensées, alors que c'est une obligation, normalement. Et là, vous montrez bien que c'est exponentiel. On nous a dit le partage de la valeur, c'est un cadeau de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec les éléments de salaire, alors que nous avions déjà pointé que 2 organismes montraient un effet déjà sensible de substitution. Vous en avez montré, et c'est très bien, que c'est complètement inégal. Enfin, et moi, je ne partage pas votre avis de son efficience, notamment sur les heures sup. Enfin, il y a beaucoup de travaux qui montrent un faible niveau d'efficience. Et je crois que, surtout sur le côté inéquitable, qui fait que les classes, enfin les catégories socio-professionnelles qui bénéficient déjà de l'intéressement, de la participation, sont aussi les bénéficiaires du partage de la valeur, etc. Ce qui fait qu'il y a un creusement de l'égalité devant la cotisation. Et je terminerai en disant qu'il faudrait prévenir les salariés que quand de plus en plus on exonère les partages de la valeur, etc., ça se traduit un jour par l'augmentation des jours de carence. C'est-à-dire qu'à toucher les cotisations, et bien après, pour équilibrer, on baisse les prestations. Et je crois qu'il y a un travail pédagogique qui ferait que peut-être il ne serait pas aussi volontaire pour avoir des primes désocialisées qui se traduisent in fine par des baisses de prestations.
Donc, sur les niches aussi, enfin, moi, je reconnais votre travail, mais c'est... Non, mais c'est la chronique quand même d'un déficit et d'un effet de substitution annoncé. Et vous avez voté ces mécanismes qui se sont emballés de désocialisation des éléments de salaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le 2/3 de l'aggravation. C'est mathématique, c'est pas une corrélation forcément de causalité, mais sont aussi se retrouvent dans l'explosion comme ça de ce qui n'est pas compensé, de ce qui est exonéré. Je crois qu'il faut revenir très vite sur le droit commun, parce que ça soit compensé par l'État, c'est pour le retrouver en déficit du budget de l'État, c'est pas plus intéressant. Merci beaucoup. Frédérique Puissat. Oui, merci Monsieur le Président. Alors juste, merci Madame la Présidente également, et Monsieur le Président, un petit clin d'œil. Si nous avions des raisons de ne pas avoir le moral en ces temps politiques un peu compliqués, votre rapport, Madame la Présidente, ne va pas aller dans le bon sens. Non, simplement, moi je voudrais aussi revenir sur la proposition que vous faites, enfin sur les deux propositions que vous faites sur les niches sociales. Alors peut-être pour nuancer les propos de ma collègue Madame Pensemange, mais on sait qu'on n'a pas forcément le même point de vue là-dessus. On sait bien que les niches sociales, globalement, et on a bien compris que vous ne souhaitiez pas les supprimer dans vos propositions, sont un équilibre subtil entre des enjeux de compétitivité économique, d'amélioration du pouvoir d'achat et d'équilibre de nos comptes, et c'est ce que vous pointez en l'occurrence dans votre rapport. C'est un vrai débat, mais on sait que c'est un débat qui est complexe, et il est d'autant plus complexe en ce qui concerne votre proposition, et ça fait d'ailleurs le lien avec ce que disait Raymond de Pensemange, que les enjeux de primes de partage de la valeur ont fait l'objet d'un accord national interprofessionnel entre les OS et les OP, notamment pour les entreprises de moins de 50. Et c'est ce que nous avons validé d'ailleurs dans l'accord national interprofessionnel, qui a été un projet de loi que j'ai porté en tant que rapporteur. À partir de là, sur vos propositions, 2 questions, Madame la Présidente. Est-ce que vous êtes associé aux travaux en cours, notamment ceux d'Antoine Bozio et d'Étienne Wassner, qui ont trait à cette problématique d'enjeu, qui est quand même un débat très technique, très subtil, avec des incidences qui peuvent être très variées selon effectivement les branches. Et deuxièmement, et ça fait le lien peut-être avec ce qu'on va vous présenter tout à l'heure avec Corinne Boursier, est-ce que nous avons les moyens de mieux évaluer l'effet des niches sociales et d'envisager l'évolution au sein des différentes branches professionnelles, éventuellement de différenciation sur ces niches sociales et d'une évolution dans un sens comme dans l'autre? Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Christine Beauforti-Dossat. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, la Cour des comptes a constaté 5,5 milliards d'erreurs dans la branche famille de la sécurité sociale. Alors, effectivement, c'est un chiffre qui est important. Est-ce que vous pensez que la mise en place de la solidarité à la source à partir de fin 2024 permettra de diminuer sensiblement les choses? Merci beaucoup. La parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Présidente pour vos travaux et vos recommandations précises pour l'équilibre de la sécurité sociale et améliorer la qualité des soins. Donc le déficit qui s'aggrave jusqu'en 2027, 17 milliards d'euros, c'est surtout dû effectivement à une diminution des cotisants, dû à une diminution de la croissance après l'inflation, l'augmentation de l'énergie, la guerre, etc. Vous nous indiquez que l'ONDAM, effectivement, est en déficit. Cela malgré que, vous ne l'avez pas signalé, mais malgré que, en fait, dans le médico-social, le plan grand âge n'est pas pris en compte. Et on sait très bien que les personnes âgées de plus de 80 ans vont pratiquement doubler de 2020 à 2040, et donc la dépendance. Donc, en ce qui concerne les niches sociales, effectivement, qu'il faut conserver pour le pouvoir d'achat, alors, vous parlez de la compensation, c'est un problème, surtout les arrêts de travail qui ont augmenté beaucoup, et là, il y a une maîtrise sûrement à réaliser, et la lutte contre la fraude également, vous l'indiquez. Alors, l'intérim médical, effectivement, c'est un problème, mais si vous voulez, dans les hôpitaux, dans les CHR de moyenne importance,
pour conserver la sécurité des soins, malheureusement, les directeurs sont obligés. Alors, on peut espérer qu'en 2030, lorsqu'il y aura plus de praticiens, tout ça, ça va se régler. Mais souvent, pour maintenir notamment le service des urgences et aussi les médecins anesthésistes, on est obligé d'avoir des intérims. En ce qui concerne la diminution des lits, là, vous avez raison également, puisqu'on se rend compte qu'il y a des engorgements des urgences à cause de diminution des lits d'aval, où les personnes pourraient être beaucoup plus rapidement pour faire un bilan et un diagnostic. Alors, moi, ma question, si vous voulez, est-ce que donc l'aménagement des retraites, hein, que le Sénat a préconisé depuis plus de 4 ans, pour l'augmentation à 64 ans, certains disaient qu'il n'y avait pas de problème dans les comptes des retraites. On voit bien que ça se dégrade et on peut espérer que quand même cette loi qui arrive surtout en fonctionnement autour des années 30 va apporter des diminution des dépenses et également au niveau de la lutte, si vous voulez, contre la fraude et mieux adapter les arrêts de travail avec aussi améliorer les compensations, on pourra équilibrer dans les années 30 la sécurité sociale. Merci. Et pour terminer, qualifié. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette présentation. Je voulais déjà vous rassurer, j'étais 40 ans médecin hospitalier et si j'ai à recommencer, je recommencerai malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui. Deuxième point, vous avez évoqué les lits. Je pense qu'il y a un répertoire des lits disponibles dans les hôpitaux et les ARS en disposent en permanence, même en dehors des plans blancs. Donc, je voulais préciser cela. Dans votre préconisation, vous avez évoqué l'ambulatoire, mais vous n'avez pas évoqué une notion nouvelle qui est l'hôtel hospitalier. Je voulais savoir si c'est important pour vous ou non, cette solution qui a fait, semble-t-il, ses preuves et qui est importante aussi. Pour ce qui concerne les arrêts de travail, je ne veux pas rentrer dans les détails. La seule chose qui est nouvelle, semble-t-il, c'est la possibilité d'arrêt de travail par téléconsultation. Est-ce que vous avez prévu une surveillance prospective de ce phénomène qui, semble-t-il, prévoit aussi une augmentation significative des arrêts de travail qui sont donnés par des médecins à distance qui ne connaissent pas forcément les personnes? Est-ce que vous avez prévu une prospective ou est-ce que vous la préconisez pour surveiller cette évolution, sachant, et on le sait en Alsace-Moselle avec le droit local et les 3 jours qui sont à la charge de l'employeur, qu'on a 10% de plus d'arrêt de travail que la moyenne nationale qui est de 0,4% si mes chiffres sont bons, alors qu'elle est de 4% en Alsace-Moselle. Donc il y a quand même ces niches que j'appellerais qui sont importantes. Excusez-moi, j'ai tout mis sur ma machine diabolique. Et dernière chose, est-ce que vous avez constaté une modification des dépenses depuis la diffusion, l'élargissement de ce que nous appelons ici la financiarisation de la médecine et par-delà, et je vous rejoins, sur l'efficience et sur le surcoût de ce qu'on appelle la mauvaise qualité des indications, etc. Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous laisse répondre aux différentes questions de nos sénateurs. Merci, Monsieur le Président. Alors, plusieurs questions. La première sur l'UNEDIC. Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement les 2 milliards qui sont récupérés chaque année sur l'UNEDIC, mais pour compenser, qui sont fléchés vers l'État. Donc, c'est bien l'État qui ponctionne, non, je ne dis pas chaque année, oui, cette année, c'est bien l'État qui ponctionne, entre guillemets, les 2 milliards d'euros, ce qui est différent des
600 millions que j'évoquais tout à l'heure, qui sont ponctionnés pour le coup sur la sécurité sociale pour alimenter l'UNEDIC. Donc on a bien ces deux choses-là. Et voilà, on ne se prononce pas, et ça n'était pas l'objet de notre rapport, de se prononcer sur les 2 milliards qui sont fléchés de l'UNEDIC vers l'État. Sur les indemnités journalières. Alors, dans ce chapitre, ce qu'on a fait, c'est que on a décrit la boîte à outils telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a un certain nombre de leviers possibles. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a chiffré l'utilisation de ces leviers, enfin ce que rapporterait chacun de ces leviers s'il était utilisé. On ne se prononce pas ensuite sur les leviers à utiliser, l'un ou l'autre ou l'ensemble. C'est au pouvoir public de se saisir de la question et de voir si l'objectif est de diminuer les indemnités journalières et l'augmentation extrêmement dynamique de ces indemnités journalières maladie, de se saisir, s'il le souhaite, de certains outils en toute connaissance de cause. Et donc, je voudrais aussi préciser une autre chose, c'est que dans les outils que nous décrivons et que nous chiffrons, le passage de 3 à 7 jours de la période non indemnisée par l'assurance maladie aurait des conséquences, mais non pas tellement sur les salariés, dont la grande majorité voit aujourd'hui son salaire maintenu du fait de la loi, donc maintenu par l'employeur, mais aurait une conséquence sur l'employeur et sur la manière pour l'employeur de compenser cette non prise en charge par la sécurité sociale. Au demeurant, la plupart des entreprises compensent aujourd'hui bien au-delà du délai auquel ils sont tenus. Donc un certain nombre, encore une fois, une grande majorité d'entreprises compensent très largement au-delà des 3 jours. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que ce sont les employeurs et ceux des employeurs qui aujourd'hui ne compensent pas au-delà de ce délai qui se verraient, entre guillemets, pénalisés, c'est-à-dire qu'ils devraient contribuer au financement de cette mesure qui allégerait en revanche le poids pour l'assurance maladie. Oui, j'ai parlé d'une grande majorité de salariés. C'est vrai, tout ça est à regarder. C'est pour ça que notre recommandation est extrêmement prudente. Elle ne va pas dans les détails. Elle dit juste que si on doit actionner l'un de ces leviers, ça ne peut se faire qu'après consultation de l'ensemble des partenaires sociaux, ce qui nous semble bien sûr la moindre des choses. Même chose pour les jours de carence d'ordre public. Hein. On chiffre la mesure et l'idée, c'est, ça n'est certainement pas de diminuer le niveau des prestations qui sont servies aux salariés malades. Certainement pas. Non, je tiens à lever une ambiguïté qui a été peut-être relayée malencontreusement par la presse. Sur les niches sociales, alors non, nous n'avons pas été associés aux travaux que vous avez cités. Et sur votre question de savoir si on pourrait finalement évaluer l'effet de ces niches sociales différemment selon les branches professionnelles et donc peut-être placer le curseur de ces niches différemment selon les branches professionnelles, nous n'avons pas été dans ce détail et voilà, ce n'était pas la manière dont nous avons approché le sujet. Donc je suis bien en peine pour vous répondre sur ce point-là. C'est quelque chose que nous n'avons pas expertisé. Sur la famille et l'impact des erreurs, notamment des données entrantes. Alors, la majorité des erreurs qui affectent la branche famille et qui aboutissent à ces 5,5 milliards d'euros d'indus ou de rappels sont liées à des données entrantes et des données déclarées par les assurés eux-mêmes, par les allocataires eux-mêmes. Donc il est clair que plus on organise la déclaration par des tiers à partir de données déjà disponibles dans diverses administrations, et plus on réduit les risques d'erreur. Donc il faut pour cela également fiabiliser les données de la DSN. Mais tout ça va dans le bon sens. On n'en voit pas encore les effets, mais tout ça va évidemment dans le bon sens. Donc l'impact de la solidarité à la source devrait être
à terme positif sur les erreurs et les montants d'erreurs de l'assurance de la branche famille. Sur l'ONDAM, enfin sur les propos de M. Chassaing, oui. Alors c'est vrai que l'ONDAM et les perspectives pluriannuelles, d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir des perspectives pluriannuelles sur lesquelles j'ai insisté tout à l'heure, ne prend pas en compte le plan grand âge et ne prend pas en compte l'incidence du vieillissement de la population sur les dépenses d'assurance maladie ou les dépenses liées à la dépendance. Et on a chiffré à toutes choses égales par ailleurs, si la structure de soins est inchangée, la consommation de soins modulo l'inflation est inchangée, le seul effet du vieillissement de la population est de renchérir les coûts d'assurance maladie de 13 milliards d'euros à l'horizon 2030 et de 27 milliards d'euros à l'horizon 2040. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Donc on sait que ça a un impact extrêmement important. Si quelque chose était prévisible, c'est bien l'impact du vieillissement de la population. Force est de constater qu'il n'a pas été pris en compte dans les perspectives pluriannuelles qui sont tracées aujourd'hui. Alors, sur la disponibilité des lits, alors, les ARS disposent de chiffres, mais elles disposent de lits disponibles, j'allais dire théoriques. Mais en réalité, s'il n'y a personne pour armer les lits et si les effectifs de personnel soignant ou de paramédicaux ne sont pas là, c'est comme si les lits n'étaient pas disponibles en réalité. Et c'est ça dont ont besoin les ARS. C'est ça dont on a besoin, c'est d'avoir une connaissance en temps réel des lits effectivement armés et non pas des lits disponibles en théorie. Donc c'est ce à quoi nous appelons. Sur les télétravail, les arrêts de travail par téléconsultation, il y a déjà une mesure qui a été prise par le gouvernement pour limiter les arrêts de travail à 3 jours, ceux des arrêts de travail qui peuvent être donnés à la suite d'une téléconsultation. On n'a pas fait de prospective, je ne suis pas sûre que ça soit notre rôle. Peut-être d'autres institutions que la Cour des comptes s'y pencheront, mais nous pas. Pour l'instant, on n'a pas creusé particulièrement cette question-là. On avait au demeurant rendu un rapport il y a 3 ans maintenant sur la télémédecine, alors qu'elle est au-delà de la téléconsultation. C'était l'ensemble de la télémédecine. Mais on n'avait pas du tout de recommandation dans ce sens-là. Et sur la financiarisation de la médecine, je ne suis pas sûre non plus que ce soit le rôle de la Cour des comptes de répondre à cette question qui est une question de société, une vraie question de société, mais qui dépasse très largement nos compétences. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour l'ensemble de ces réponses. En tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci pour la qualité de vos travaux. Voilà, donc nous allons pouvoir maintenant prendre le temps de disséquer l'ensemble du rapport, de l'intégrer, de façon à être préparés pour nos prochains débats. Voilà, merci beaucoup.